Les jeunes, félicitez-vous, applaudissez-vous d'abord. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Applaudissez-moi encore. Écoutez, moi j'aime tout ce qui est trois, donc la troisième fois, applaudissez-moi encore. Vraiment, merci, chers confrères. Je suis ravi que vous soyez encore avec moi ici, à part Abidjan. Je remercie mon frère Yves, bon je ne le vois pas, mais vraiment pour son initiative. Pour moi c'est noble, c'est très noble, parce que pour qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire là, c'est pas donnant tout le monde. Hein. C'est pas donnant tout le monde. Donner corps et âme pour que la fille puisse être devant, vraiment il faut le féliciter. Je pense que nous allons prier Dieu pour lui, pour qu'il puisse continuer son travail jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Moi, ma vie était un peu compliquée. Et pourtant, mes parents étaient très riches. Très riches, je vous dis très riches. Pour venir à ce que j'ai commencé à faire et pourquoi je suis devenu qui je suis aujourd'hui, je vais vous dire que pour ce temps pour lequel nous sommes là aujourd'hui, pour moi est très important parce que dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, notre défunt président, le premier président de la Côte d'Ivoire, nous disait toujours le succès de la Côte d'Ivoire se reposait sur l'agriculture. Oui, le succès de la Côte d'Ivoire se reposait sur l'agriculture. Et il avait raison. C'est vrai, nous avons fait des études. Aujourd'hui, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Mais je suis aussi fier de moi parce que je suis revenu aussi à l'agriculture. Malgré que je suis propriétaire de beaucoup de structures dans le monde, mais aujourd'hui, l'agriculture fait de moi aussi quelqu'un d'important dans mon pays. J'ai vécu difficilement, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui j'ai aimé ce que c'est que la sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce qu'il y avait un gardien devant la porte de mon oncle, qui était ministre en Côte d'Ivoire. Je dis bien ministre, mais qui était sous le soleil, sous la pluie, pourtant avec une guérite. Donc j'étais choqué. Je lui ai dit, mais tonton, pourquoi est-ce que ce jeune homme est sous la pluie? Pourtant, moi, je sais qu'il y a une guérite où il pouvait s'abriter. Il me dit, c'est pas ton problème. C'est le travail qu'il a cherché, c'est ce qu'il a trouvé, il n'a qu'à faire ça. Je dis, mais c'est vrai, il a cherché, il a trouvé parce qu'il n'a pas d'autre travail à faire. Il n'a même pas de plantation, il n'a rien. C'est le travail, le gardien, là. Il dit, c'est un gardien, il faut quitter là. Mais pourtant, les policiers étaient dans la guérite. Et ils avaient le droit. J'ai dit, bon, tonton, moi je vais devenir gardien. Oui, il m'a regardé, il dit, tu veux devenir gardien? Il faut aller être gardien. Il plaisantait, il dit, il faut aller être gardien. Bon, c'est vrai, on a plaisanté. Mais j'ai été choqué. Et j'ai décidé d'être gardien. Ma famille était étonnée. J'ai dit non, je vais être gardien. Et j'ai effectivement commencé à être gardien. Pour comprendre comment est-ce que le gardien peut souffrir. Le gardiennage, c'est un métier. Et les gens qui disent que le gardien, il est gardien devant la porte du surveillant, c'est un métier. Et un métier noble. Mais je me suis dit quoi? C'est vrai, je vais être gardien. Mais je vais chercher à devenir chef des gardiens. Oui. Vous savez ce que j'ai fait? Quand je dormais, je faisais parler avec Dieu. Qui a déjà vu Dieu un jour ici? Qui a déjà vu Dieu dans ses yeux? Mais moi, je vais parler avec lui. Ben oui. Parce qu'il disait à Dieu, je ne veux pas rester dernier. Oui. J'ai dit à Dieu, c'est vrai, je suis jeune, mais je vais être gardien. Mais je ne vais pas rester dernier. Ouvre-moi cette porte pour dire à mon oncle là, que gardien là, il peut réussir. Mais Dieu a ouvert cette porte. J'ai dormi. Dans mon rêve, on me disait tout simplement,
fais ta structure, mais mets ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Le 500 me dit qu'il faut faire 111. Ah, je me lève le matin, je vais demander à ma tante, on dit, j'ai rêvé, on me dit de faire structure, mais de mettre Elle dit, elle a dit en Athie, je suis Athie, hein. Elle dit, mais loin, oh. Et je ne connais pas. Ah oui, comme j'étais enfant de cœur, c'est le prêtre qui m'a dit, dans ton rêve, je dis oui. Et le prêtre me dit, si tu fais cette structure, tu vas aller de l'avant. Je dis, c'est gardiennage. Il dit, il y a l'argent dedans. Mais ce qu'il veut savoir, là, c'est quoi? Il me dit tout simplement, c'est la Sainte Trinité. Tout simplement. Il n'est pas allé loin. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui m'accompagnent. Parce que j'ai choisi ce métier. Et effectivement, ce métier à faire aujourd'hui, je suis parmi les premières structures de sécurité en Côte d'Ivoire. J'ai mis cette structure à Paris et je suis maintenant au Burkina. Et attendez-vous à moi ici, hein. Je vais être aussi au Sénégal. Donc la jeunesse, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dites-vous, parlez aussi à Dieu comme je parle à Dieu. Je ne veux pas rester dernier. Dites-vous, vous ne voulez pas rester dernier. Répétez. On ne peut pas rester dernier. Je n'ai rien entendu. On ne peut pas rester dernier. Vous allez réussir, vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de vous, vous voyez ces personnes-là, se sont déplacées dans les différents pays et ils sont là aujourd'hui, rien que pour vous. Donc vous allez réussir. Merci mon frère, parce que tout à l'heure à l'entrée, vous m'avez montré votre produit. J'ai été très fier de vous. Continuez, vous et votre femme. Vous allez très loin. Parce que les idées là, c'est Dieu qui vous en donne. Je ferai qu'en sorte que ma structure soit aussi au Sénégal pour que je puisse donner de l'emploi aux jeunes. La sécurité des biens des personnes sont très importantes. Parce que tout ce que vous faites, vous avez vu, vous avez parlé de l'agriculture. Mais vous pensez que quoi? L'agriculture aussi n'a pas besoin de sécurité? L'agriculture aussi parle de la sécurité. Sécurité alimentaire. Tout ce que nous faisons a besoin de sécurité. Dans son domaine précis. Le monsieur est venu parler ici des computers, des ordinateurs. Ouais, l'ordinateur aussi là. Hey, ils ont besoin de sécurité. Parce que pour bloquer, pour sécuriser leurs données. Donc la sécurité est très importante dans tout ce que nous faisons. Cette salle-là, vous êtes venus d'être assis ici, dans cette salle. Le frère s'est moqué un peu de moi, mais j'étais content. C'est vrai, je suis expert en sécurité, mais je ne suis pas content de cette salle parce qu'elle n'est pas remplie de sécurité. Je touche du bois, il n'y aura rien ici, mais montrez-moi un extincteur ici. Ah, montrez-moi ça. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Montrez-moi une poteau avec tout de secours ici. Il y a des différentes sorties, oui, mais quelles sorties? Quand ça va chauffer, on va sortir comment? Ah, on va que chacun va courir, hein? Là, sauf qui peut. Ah non, on doit vous indiquer un secteur où vous devez sortir. Nous parlons de caméras, il faut des caméras de surveillance. On dit non, quelquefois quand on met les caméras, c'est pour regarder les gens. Mais si tu n'es pas venu faire les mauvaises choses ici, là, tu as peur de quoi? Vous voyez, aujourd'hui, on parle des États-Unis, vous voyez les jeunes là, ils sortent avec les pistolets de leur maison, ils viennent, ils rentrent dans une classe et puis ils tirent. Oui, parce que là-bas, il y a la facilité d'acheter les armes. C'est pas comme en Afrique. Mais si ici, il y a des caméras ici, vous allez voir. Avant même qu'il rentre, il est déjà détecté. Hein? On sait que ce monsieur qui rentre là a un outil sur lui qui est dangereux. Dès maintenant, on va stopper. Mais nous sommes rentrés dans cette salle, mais on est rentré comme ça, sans sécurité. Ce n'est pas bon. La sécurité est importante pour nous tous. Même chez vous à la maison. On va vous amener d'autres technologies ici, grâce à monsieur
je vous les proposer, qui sont très importantes. Quand même chez vous à la maison, quand vous dormez, il suffit simplement d'appuyer juste un bouton. Juste un bouton. Nous sommes intelligents, nous les Africains. Hein? Ce n'est pas que les Blancs. Nous sommes très intelligents. Quand vous appuyez ce bouton-là, votre maison est sécurisée. Quelle que soit la personne qui va rentrer. Sauf si il appuie un autre bouton. On appelle ça pour le désarmer. Quand vous rentrez chez vous, quand vous dormez, vous appuyez le bouton pour armer votre maison. Celui qui va toucher simplement le poignet de votre maison, de votre porte, l'alarme déclenche tout de suite. Quel que soit dans le pays où vous allez être. C'est un Africain qui a fabriqué ça aux États-Unis. Hein. Il est là en Chine. Même vous êtes aux États-Unis, vous êtes à votre maison en Afrique. Dès que quelqu'un touche la porte, automatiquement sur votre portable, vous savez qui est là. Vous pouvez lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il cherche là. Vous pouvez condamner votre porte, il ne va pas rentrer. Cette technologie existe et ce sont les Africains qui les ont fabriquées. Nous avons tout ici. Si vous voyez que les Blancs viennent aujourd'hui ici, là, c'est parce qu'ils savent que l'Afrique est riche. Donc aidons-nous, la main dans la main pour que l'Afrique puisse avancer. Je vous remercie. Pour qui j'ai beaucoup de respect et considération, il a l'opportunité de voyager en Afrique et j'ai eu la chance qu'il aille dans 2 de mes entreprises installées en Afrique pour former mon personnel gratuitement et gracieusement. Il m'a invité en Côte d'Ivoire, à Conakry également. Et à chaque occasion, je me permets d'y être parce que tout simplement, l'Afrique nous appartient. C'est vrai qu'en matière entrepreneuriale, c'est ce que je connais le plus parce que ça fait 17 ans que je suis sur le terrain, je n'ai jamais été salarié, je ne connais pas autre chose. L'entrepreneuriat, c'est mon métier, l'entrepreneuriat agricole également. Mais je ne vais pas en parler. Je vais m'inspirer de ce que le ministre a dit tout à l'heure. Je l'ai déjà dit à Abidjan lorsque Hugues m'avait invité en présence de mes très chers frères et sœurs. Quand les autorités nous disent qu'il y a inadéquation entre formation et emploi, c'est du mensonge. Parce que quand tu ne connais pas une question, tu ne dois pas y exprimer des propos. Le deuxième propos que je vais vous emprunter, cher tonton monsieur Sarr, c'est que vous avez dit le lieu d'exercice et le lieu de formation. Merci. Et pour ma part, c'est aussi simple. Nos États, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas en Afrique. C'est un entrepreneur qui parle. Et un entrepreneur installé en France et en Afrique. Je suis bien placé pour le dire. Pourquoi nos États, on ne les sent pas ? Parce que nous sommes une communauté africaine où tout ce que nous consommons vient de l'étranger. C'est le blanc qui travaille pour que nous puissions vivre. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Le blanc crée les lunettes, crée les voitures, crée les ordinateurs, crée les avions, crée tout. Et Dieu seul sait que nous avons une histoire extrêmement formidable. Des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ont proposé dans nos pays des solutions extrêmement pointues, mais personne ne les suit. 2 propos avant de terminer. Nos États investissent dans la formation, dans l'enseignement supérieur. J'y suis en tant que propriétaire d'école. Mais j'ai honte aujourd'hui que nous regroupons des jeunes, qu'on leur explique les théories de la nature, la comptabilité, la finance, l'informatique, ainsi de suite, et qu'aucun jeune n'ait la possibilité de se préparer parce que l'avenir est sombre. Mais là où nous devons aujourd'hui insister, c'est ce que je fais, même si le CAMES ne reconnaît pas mon école. J'en suis fier. Parce que le CAMES veut que je forme les jeunes pour devenir des abrutis. Et moi, je veux former des jeunes capables d'exercer un métier ou d'être entrepreneurs. En ce sens, pour étayer mes propos, je voudrais juste dire ceci. En formant les jeunes, en leur donnant un parcours pédagogique, ces jeunes nous reviennent en entreprise et ne peuvent même pas établir un processus professionnel. Et ces mêmes jeunes que nous voyons dans la rue, les mêmes jeunes qui s'exercent dans le milieu professionnel,
les femmes qui n'ont pas été à l'école, en général, ces catégories de personnes peuvent au moins faire quelque chose. Cela signifie pour moi que nous avons inversé les rôles. Parce qu'une femme peut tout de suite cueillir une feuille, créer un médicament. Un jeune qui a été à l'école pendant 20 ans ne sait pas élaborer un process professionnel. Un jeune du secteur informel peut tout de suite vendre une ceinture. Un jeune qui a fait une très grande école au Sénégal ne sait pas vendre, même s'il a appris du marketing. L'artisan s'est créé, s'est inventé, et nos grands professeurs d'université, nos grands agrégés, nos grands instituteurs, nos grands tout ce que vous voulez, imaginez leur parcours et regardez ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Et pour terminer, je me suis engagé dans l'écriture depuis une dizaine d'années. J'ai écrit 6 ouvrages. Et j'en ai profité aujourd'hui, comme je ne les ai jamais présentés au Sénégal, les 3 derniers. L'entrepreneuriat des femmes, une mine d'or inexploitée. Pourquoi j'ai choisi les femmes? Je ne fais jamais de publicité. Personne ne connaît mes sociétés à travers Internet. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Mais il est important que des fois, qu'on parle. J'avais décidé, ça fait 5 ans, je ne parle plus. Hein. Quand je viens, je gère mes trucs, je repars. Mais c'est Hugues qui m'a invité, c'est normal. Je ne peux pas. Parce que lui, il part dans mes activités pour former mes collaborateurs. Et c'est important qu'on se soutienne. Pourquoi l'entrepreneuriat des femmes, une mine d'or? C'est là où je vais terminer. Une femme peut exploiter une ressource naturelle et transformer en savon. Le jeune qui est en école de commerce, qui apprend le marketing, il a du travail parce que tout simplement, il peut diagnostiquer ce produit et en faire un produit de qualité, un produit rempli d'hygiène. Il peut avoir comme imagination créer un parcours à ce que le savon puisse être vendu en pharmacie. Voici un vrai travail. Une autre dame qui fabrique autre chose, le jeune aura toujours dans la chaîne de valeur et dans les imperfections un travail à faire pour se donner lui-même un travail pour être utile à la nation. Mais ces choses doivent se faire dans des pays où il y a des autorités. Mais chez nous, je ne sais pas ce que nous avons malheureusement. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un plaisir d'exprimer mes chers amis. La tribune officielle de Méditerranée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour papa. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas trop parler de moi, il y a eu beaucoup d'expériences déjà, je pense qu'on a eu le tout. Je vais parler plutôt comme une maman, une formatrice, une éducatrice, je vais m'adresser aux étudiants. Mon combat au sein de l'attaque, c'est un réveil de conscience au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture, on parle du chômage, on parle du professionnalisme de l'enseignement en vue d'une insertion des jeunes. Chacun a sa part au niveau des différents secteurs, mais la grosse part, je pense, vient des jeunes. Si les jeunes eux-mêmes ne prennent pas conscience de ce qu'ils peuvent apporter à eux-mêmes, à leur population, à leurs parents, ça va être difficile pour nous formateurs, pour nous politiques, de les aider à s'insérer. Donc je vais demander aux jeunes de se donner du temps, d'essayer de faire une formation de développement personnel, c'est-à-dire en eux-mêmes, savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent apporter, mis à part la formation. Ensuite, un objectif pour réussir, parce que tout ce qu'on fait, le but c'est la réussite. Ils veulent tous réussir, mais comment? Avoir cet objectif-là et se donner les moyens de l'atteindre en se levant tôt, en dormant peu, en travaillant plus. Toute la sous-région a le même problème. Les jeunes sont très souvent passifs. Ils attendent que papa agisse ou le gouvernement agisse, alors qu'ils doivent être, eux, les premiers acteurs de leur réussite. En se levant le matin, à commencer par balayer leur propre chambre. Parce que quand on arrive à le faire soi-même, pour soi-même, on arrivera à le faire pour les autres. On passe plus de temps sur les
ordinateurs, pas pour faire des recherches, mais plutôt pour faire des chats, pour écouter les Congossas, comme on dit, alors qu'on a ce temps-là qu'on peut mettre en apport pour réussir son avenir, on va dire, professionnel. J'ai ce problème-là dans mon école. Je me bats pour ça. Je sais qu'à mon humble niveau, ça va être difficile, mais si j'arrive à changer, on va dire crescendo, un certain nombre d'enfants, après une dizaine d'années, je pense qu'on arrivera à changer la conscience de la jeunesse. Comme je crois que c'est Madame Sarr qui le disait, aujourd'hui vous êtes assis là, non c'est l'autre dame, vous êtes assis là mais il y a des gens qui doivent manifester. Et pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne savent pas où aller, ils attendent qu'on les aide. Souvent tu es prêt à aider un jeune, mais tu ne sais pas comment, parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc chez nous, au niveau de la formation, on a décidé de mettre, en plus de la formation initiale, un cours de développement personnel à tous les niveaux, quel que soit le domaine d'enseignement, pour que l'enfant, après orientation ou insertion, puisse déjà savoir ce qu'il veut faire de sa vie et pouvoir aller vers cette formation-là. Si l'orientation a été une erreur, on peut le détecter dès le début et puis le réorienter vers ses objectifs et pour pouvoir l'aider. Donc je demanderai à la jeunesse de se réveiller et que rien n'est facile, surtout au niveau du travail. Quand on leur dit souvent retour à la terre, ils ont l'impression qu'on veut qu'ils aillent prendre la daba. Mais le retour à la terre, c'est en fonction également de sa formation. Ce qu'on a appris, on peut l'adapter à l'agriculture. Il y a monsieur, on va dire mon frère, qui disait que le président Félix Houphouët-Boigny disait que l'avenir de la Côte d'Ivoire ou de ce pays reposait sur l'agriculture. C'est pas c'est repose sur l'agriculture. Ça veut dire que cette phrase-là, elle est d'actualité. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Et elle sera d'actualité dans l'avenir. Donc il faut qu'on se mette au travail. Je demande à la jeunesse de se réveiller. Rien n'est facile et tout commence, on va dire, avec 1 franc. Anecdote, j'étais dans un grand centre commercial où on achète du textile pour le lit et autres. Comme bien, on aime bien les femmes. Et j'ai vu un Français qui est rentré, il avait son trolley. Il allait s'adresser au responsable. Et après, on l'a réorienté. J'ai justement demandé, mais ce monsieur, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Son trolley était rempli de textiles. Il a pris l'avion de l'Europe jusqu'en Côte d'Ivoire pour venir présenter du textile pour le vendre. Ça, on se dit, mais les Blancs, on court pour aller là-bas, on va en mer, on laisse notre vie, pendant que eux, ils viennent chercher de l'argent chez nous. On va demander à un jeune Ivoirien, ben voici du textile, essaie de vendre ça. Il va dire, ben pourquoi moi j'ai un 2A, j'ai un master, c'est pas mon boulot, je veux plus. Mais alors qu'il faut savoir vendre 1, 2, 3 textiles pour pouvoir créer, on va dire, une industrie de tissus de textiles de maison. Ça commence petit. Il faut accepter de se réveiller. Il faut accepter les difficultés, il faut se battre pour réussir. Je ne vais pas finir sans passer par mes mamans de la paix noire. Je suis très contente de vous voir. C'est la première fois depuis l'attaque qu'on voit autant de femmes s'exprimer, autant de femmes présenter on va dire des produits faits main, avec beaucoup de projets. Et ça, je suis toute heureuse parce que vous voyez, je suis la seule femme parmi tout cela. Donc, et chaque fois quand je viens, je dis je ne parlerai pas, je ne finirai pas sans faire un coucou à toute la gente féminine, à nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans, oui, et nos grandes sœurs, qu'il faut qu'on se batte. On a toujours, avant, je ne dirais pas les vieux,
Mais les hommes épousaient beaucoup de femmes pour qu'elles aillent au champ. Voilà. Voilà, ça veut dire que l'agriculture est la base de tout. On peut tout tirer de l'agriculture. Et la femme, c'est la force, pas de l'Afrique, mais du monde. Et comme nous, on est des Africains, la femme est la force de l'Afrique. Il faut qu'on se lève, qu'on se batte. Il n'y a rien de difficile pour une femme. Il suffit d'une volonté et qu'on ait la volonté. Merci beaucoup, les dames. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire merci. Je vous dis Djerejef et à bientôt. Ici, sur le chômage. Face au chômage des jeunes, l'agriculture est-elle la piste d'une solution durable? Si je prends seulement dans les cadres de la fêtière Panoa, je peux dire que oui, l'agriculture c'est une solution. Parce que nous sommes tous des Africains et qu'aujourd'hui, la réalité est pareille. Les soleils s'élèvent, c'est le même soleil qui s'élève au Congo, et il s'élève au Sénégal, au Togo, partout. Et que nous voulons que chaque organisation qui se crée dans un environnement, dans un lieu, puisse réellement maîtriser l'activité pour laquelle elle a été créée. Et que je peux dire que la fêtière Panoa, pour moi, je sais que en tant qu'une organisation, elle ne peut pas aujourd'hui se dire, avoir le mérite de dire nous sommes célèbres, ou nous sommes une organisation qui peut, n'est-ce pas, être déterminée au niveau du Sénégal. Mais je peux dire que Panoa peut se dire une organisation grande. Parce que sa grandeur, c'est par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'elle fait. Et que l'expérience des Panoa, je peux dire que c'est la même expérience qui peut se voir au niveau du Congo, parce que aujourd'hui l'agriculture au niveau du Congo n'est pas tellement différente de ce qui se passe au niveau du Sénégal. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? L'État congolais a mis en place ce que nous avons appelé la ZAP, c'est-à-dire des zones agricoles protégées. Et ces zones économiques agricoles protégées, c'est fait au niveau de chaque département. Et nous avons au total 12 départements. Et les départements est divisé en districts, en communes et puis au village. Alors, il y a un coordonnateur national de ZAP. C'est un projet que l'État congolais a mis en place. Et ces projets travaillent avec la communauté villageoise, c'est-à-dire que des groupements. Qu'est-ce qu'on appelle ZAP? Zone agricole protégée. C'est que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche va dans chaque département, rencontre le préfet. En fait, le préfet de chaque département, il travaille avec le préfet et les présidents du conseil départemental, parce que chez nous, nous avons dans ce département, il y a une autorité déconcentrée qui est le préfet, et une autorité décentralisée qui est le président du conseil départemental. Donc ces deux autorités, ils travaillent en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité, l'autre c'est l'autorité administrative sur le plan hiérarchique, c'est-à-dire que le préfet, et le président du conseil départemental qui est l'autorité locale. Alors c'est lui qui gère tout ce qui concerne les communes et puis les autres. Alors en ce moment-là,
c'est-à-dire que le ministère des Affaires foncières affecte la terre au ministère de l'Agriculture, et le ministère de l'Agriculture, à travers le projet ZAP, il prend les différents groupements, les groupements de 10 personnes. Après, on leur finance, c'est-à-dire que les engrais, on donne des semences, on donne des moyens, des véhicules, et ainsi de suite. Et que ces groupements, qui peuvent avoir 10 hectares, on leur donne, on affecte tout, sauf on ne donne pas l'argent. On ne donne pas l'argent, on donne juste les semences, on donne le matériel, les équipements, et ainsi de suite. Et le ministère, à travers l'unité, c'est-à-dire que ZAP, qui est le projet ZAP, accompagne maintenant les agriculteurs jusqu'à la production de leurs produits agricoles. Ensuite, les mêmes unités, les ZAP, va les aider à écouler auprès des entreprises qui fabriquent, c'est-à-dire des provenderies, qui font des aliments de bétail et ainsi de suite. Et eux, ils peuvent acheter. Donc, l'unité de coordination sert comme un relais entre le producteur et les consommateurs. Voilà comment ça se passe au niveau du Congo. Et que cette expérience, bien que c'est une expérience qui est récente, parce que avant il y avait un autre projet qui se faisait, c'est-à-dire qu'il y avait un incubateur, on appelait ça incubateur agricole du Congo, qui prenait les jeunes. Et puis, on donnait à chaque jeunesse, à un groupe de jeunes, 1 hectare pour produire, par exemple, juste dans les cas de maraîchage, je prends comme ça, concombre. On vous demande juste de produire concombre sur 1 hectare. Et dès que vous produisez les concombres sur 1 hectare, et c'est l'incubateur agricole du Congo qui rachète à un prix plus bas et revend le soir sur le marché congolais. Voilà ce qui se faisait. Et après, on a supprimé IAC, qui est incubateur, pour prendre maintenant, c'est-à-dire que créer un autre projet que j'ai appelé ZAP tout à l'heure, c'est-à-dire que zone agricole protégée. Pourquoi protéger? Parce que chez nous, il y a aussi les propriétaires terriens qui sont souvent des propriétaires de terre. À chaque fois, lorsque vous prenez la terre, vous pouvez louer pendant 1 année. Vous versez juste 15 000 francs et puis vous pouvez louer pendant 1 année. Après, ils récupèrent. Mais comme l'État a parlé de zones agricoles protégées, là, il n'y a plus la location. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser autant possible que vous pouvez continuer à exploiter, et puis vous pouvez facilement commercialiser vos biens, et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit médecin, juriste, ainsi de suite. Donc il n'y a pas seulement les jeunes qui sont dans les domaines agricoles, non. L'État congolais a ouvert pour toutes les filières, toutes les formations, toutes les spécialités, et le Congolais peuvent, que ce soit les hommes comme les femmes, peuvent être éligibles, n'est-ce pas, dans ces projets et ensuite développer. Alors aujourd'hui, nous avons remarqué que la jeunesse ne s'intéresse pas tellement, mais pour arriver à inciter la jeunesse, qu'est-ce que l'État congolais a fait? Il a mis en place un fonds, on appelle ça FIGA. Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Et dans ces fonds, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les jeunes qui ont de différents projets, qui ont des projets agricoles et de l'artisanat, ils viennent déposer. Et il y a une formation, il y a d'abord l'impulsion. L'impulsion, c'est l'accompagnement non financier. On va leur aider comment élaborer un business plan dans les cadres soit de l'élevage, soit de la pisciculture. On vous accompagne gratuitement. C'est-à-dire que dans l'élaboration de votre business plan. Et cette formation dure au moins 3 mois. C'est gratuitement, c'est c'est financé, c'est-à-dire que pris en compte par le fonds d'impulsion, des garanties et d'accompagnement, qui est une structure que l'État met en place, juste pour accompagner. Et ensuite, maintenant, les mêmes fonds, ils logent, n'est-ce pas, l'argent au niveau des banques. Et il y a quelques banques qui ont été sélectionnées. Et ces banques qui reçoivent de l'argent du fonds peuvent vous accompagner à la hauteur de 70%.
Donc vous devez avoir 30% dans votre compte et le fonds donc vous soutient à 70%. Mais ce qui est vrai que les 30%, c'est-à-dire que les exploitants peuvent ou ne pas avoir 30%, mais lorsqu'on vous donne 100%, la banque récupère les 30% et il vous remet 70% pour commenter votre exploitation. Voilà un peu dans ce qui concerne l'expérience agricole au niveau du Congo. Mais ce qui est vrai est que l'État est en train de faire tout pour que, au niveau de la production, parce que dans l'agriculture, nous avons l'agriculture maraîchère, donc le maraîchage, et dans le maraîchage, il y a plusieurs filières. Il y a les filières piment, il y a les filières concombre, il y a les filières tomates, ainsi de suite, et que il y a des projets qui vont dans le sens de la spécialisation. C'est-à-dire qu'on peut demander à ce que, pour qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire, qu'il y ait des filières, qu'on développe les filières tomates et que, à partir des tomates, on peut arriver à la transformation. Faire des pâtes de tomates, mettre dans des boîtes, ainsi de suite, et les revendre. Ça, il y a des ONG au Congo qui le font, mais d'une manière, c'est pas tellement développé. Et il y a également des ONG qui prennent des ananas ou des papayes et ainsi de suite, qui font des confitures, qui font également qui sèchent aussi parfois de safou, ainsi de suite, et pour revendre. Alors ça, ce sont des expériences qui sont en train d'être développées. Mais je pense que notre ami les Grillotans, il a parlé de protectionnalisme. Hein. Donc là également, il y a un problème parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes envahis par des produits étrangers. Et ces produits qui arrivent empêchent effectivement les producteurs locaux à vendre correctement leurs produits. Là, ça existe partout, c'est pas seulement au Sénégal, ça se trouve partout. Bon, ce sont des choses, moi je pense que ce qui est important, c'est les problèmes de la concurrence. Et quand la concurrence est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement présenter des produits de qualité. Et s'il y a des produits de qualité, ça permettra à ce que les clients locaux puissent acheter des produits bio. Voilà. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, chers invités et chers compatriotes ambassadeurs. Je remercie l'ATAC de m'avoir donné la parole pour m'exprimer devant ce public. Et comme on nous a si bien rappelé, nous manquons de temps. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est partager une petite partie des expériences que j'ai vécues dans mon pays. Donc le thème du jour aujourd'hui concernant l'agriculture, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Aucun pays aujourd'hui pratiquement ne peut décoller sans autosuffisance alimentaire. Tant que nous dépendons de l'Occident, nous sommes obligés de suivre les instructions qui nous seront dictées. On n'a pas besoin de regarder loin. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La plupart des médias aujourd'hui ne parlent pas du conflit, mais ils parlent plutôt de la conséquence du conflit sur l'Afrique. Pourquoi seulement sur l'Afrique et non pas sur l'Europe? Pourtant, nous ne sommes pas les seuls à subir. Mais puisqu'ils savent que nous sommes les plus grands consommateurs, donc on se rabat plus sur l'Afrique. Donc, je pense qu'il serait nécessaire que nous nous réveillons et que nous nous donnons la main pour pouvoir vraiment atteindre ce but qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ça a été un point fort pour les pays maghrébiens qui ont pu se détacher de l'Afrique. Je prends un exemple sur le Maroc aujourd'hui. Pratiquement, le Maroc importe peu. Contrairement à nos pays africains, nous importons plus que nous ne produisons. Mais comme certains de mes prédécesseurs ont réitéré ici, ce n'est pas seulement la formation, mais il faudrait qu'il y ait de l'engagement et le courage dans le travail. On ne peut pas jouir du bienfait de demain sans avoir accepté de souffrir aujourd'hui. Il faudrait que nous nous battions, que nous nous adonnions. Et il faudrait avoir l'amour de ce que l'on fait, surtout ça.
Nous avons des gens aujourd'hui qui sont dans l'agriculture et se disent, bon, je vais faire ce métier juste pour joindre les deux bouts. C'est des personnes qui ne vont jamais aller loin. Il faut aimer ce que l'on fait. Quand on a l'amour du travail, on cherche toujours à développer et à créer de plus. Donc, pour ne pas trop vraiment puiser dans le temps et donner la chance aux autres de s'exprimer, je vous remercie. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier la TAC, chers invités en vos rangs, grades, qualités respectives, dire bonjour. C'est pour moi une belle expérience, en fait, d'être là avec les plénipotentiaires du secteur agricole, mais également avec l'Afrique. Parce que la TAC, pour moi, c'est la CEDEAO en miniature dans cette salle. Et moi, je crois à l'Afrique. Sur le thème qu'on vient d'aborder depuis tout à l'heure, l'agriculture, face au chômage des jeunes, l'agriculture est la seule solution. Je dirais oui. Je suis là avec une double posture, en tant que plénipotentiaire technicien au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, comme directeur du financement agricole, mais également comme agriculteur, parce que j'ai quand même 5 hectares que j'exploite depuis plus de 5 ans. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, et c'est vrai, l'Afrique a un énorme potentiel. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons les jeunes capables de labourer les champs, de les cultiver. Dieu nous a donné et nous a gratifié de tout. Il n'y a pas un seul pays qui s'est développé sans l'agriculture. Aujourd'hui au Sénégal, l'agriculture participe à hauteur de 17% dans notre croissance à nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en termes clairs, notre agriculture tire notre croissance. Elle tire notre croissance. Quand il s'agit de la Covid, quand la Covid était là, tous les pays étaient dans le désespoir total. Avec la fermeture des frontières, quand on sait que nous, notre agriculture, surtout les intrants agricoles, sont importés. Aujourd'hui, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le NPK, le N46, qui constitue un des fertilisants pour la production agricole, mais est bloqué. Nos pays ne produisent pas assez ces fertilisants. Le Sénégal était carrément bloqué. C'est à partir de ce moment que les autorités de ce pays-là, en chef, le chef de l'État, avaient instruit le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural de mettre en place un plan qui s'appelle le plan de souveraineté alimentaire, basé sur 3 aspects. Le développement de la production céréalière, mais également booster l'horticulture et les légumes, les fruits et légumes. Je dis encore une fois, nous ne pouvons plus continuer dans ça. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais tout est fabriqué en Europe pour nous les faire importer. Alors que nous avons tout. Mais conscient de cela, et je suis d'accord en tant qu'autorité publique, qu'il est de la responsabilité de l'État d'abord de définir la politique clairement et d'accompagner le secteur privé national. Parce que le secteur privé national, PENOA, que vous voyez, une grande plateforme, une fêtière, c'est des actrices. C'est les acteurs du secteur agricole. L'État ne cultive pas. C'est les acteurs qui cultivent. Donc nous devons les soutenir. Oui, votre plaidoirie, je la comprends. Elle est reçue. C'est d'ailleurs moi ma conviction personnelle. D'ailleurs, je vous remercie pour les mentions de félicitations. Mais c'est mon rôle, je suis du secteur public. Le service public doit être assuré. Et ce que j'ai fait tout bonnement, accompagner les agriculteurs, les jeunes entrepreneurs dans le métier de l'agriculture. Il y a nos jeunes étudiants qui sont là. Le secteur de la fonction publique ne recrute que 150 000 aujourd'hui personnes au Sénégal.
tout le secteur, la fonction publique recrute 150 000. Ils sont 150 000. Alors que 500 000 jeunes frappent à la porte de l'emploi chaque année. Mais le gap, il est énorme. Sur ce rapport, il n'y a que ces secteurs-là qui peuvent puiser justement ce flot de demandeurs d'emploi, le secteur agricole. Dans la production, dans les champs, bord champs et sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'il ne sert à rien du tout de cultiver au Sénégal et que nos produits premiers soient transformés en Europe, transformés là-bas et pour les faire revenir au Sénégal ou en Afrique pour nous les revendre. Et ce qu'a compris d'ailleurs le chef de l'État, le président Macky Sall, en mettant en place ce qu'on appelle les agropoles. Et le rôle de ces agropoles, justement, c'est de prendre la production, de les transformer ici avant de les vendre. Mais le seul problème, c'est que pour atteindre ce niveau de transformation, il faut d'abord se battre pour la production. Production que nous avons multipliée par 3, secteur par secteur, parce qu'il faut comprendre que le Sénégal dispose de 18 filières. Mais en 2012, lorsque le président Macky Sall venait au pouvoir, sans débat politique ni propagandiste politique, mais c'est des chiffres qui sont là. La production risicole était de 296 000 tonnes de riz paddy. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 115 000 tonnes. Nous avons multiplié par 3 ou par 4 la production. Et c'est ça la réalité. Le Sénégal sur l'arachide aujourd'hui est champion. En 2012, la production arachidière était de 400 000 tonnes uniquement. Avec nos gouvernements, nos anciens gouvernants qui avaient d'énormes difficultés pour gérer l'arachide au Sénégal. 400 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 800 000 tonnes. 1 800 000 tonnes. Aujourd'hui, l'arachide qui coûtait le kilogramme 5 ans derrière, 90 000 francs, 80 francs, aujourd'hui l'arachide. Bonjour.
Merci beaucoup, chers amis, cher public, honorables invités qui nous viennent donc des pays limitrophes, des pays amis, chers amis donc du TAC qui nous donnent l'opportunité en tout cas de nous adresser à ce charmant public. Je ne m'attendais pas à prendre la parole pour parler de ce thème. Mais quelqu'un l'a dit, quand on est dans le numérique, on est transversal. Mon nom est Chérif Ndiaye, je suis un entrepreneur social. Le terme pourra être nouveau pour certains. Je suis un entrepreneur qui n'est pas évalué sur le chiffre d'affaires, mais qui est évalué plutôt sur l'impact. Je m'appuie sur des choses. L'Afrique a une jeunesse dynamique. Quelqu'un a donné des chiffres tout à l'heure. 60% de la jeunesse a moins de 30 ans. Ok, c'est énorme. Si cette jeunesse n'est pas éduquée, ça devient une bombe. L'Afrique, je le dis, n'est pas un continent en retard. On n'est pas, c'est pas une course. Ok, on se développe à nos rythmes. Et pour moi, il était important d'appuyer sur ce levier qu'est l'éducation. On ne peut pas diriger un peuple si ce peuple-là n'a pas les moyens de se développer. Pour avoir les moyens de se développer, il faudrait que ce peuple ait accès au savoir, à la science. On parle d'agriculture. L'agriculture, comme pratiquée jadis, je veux dire, n'est pas une agriculture rentable. Aujourd'hui, cette jeunesse n'a pas accès à la terre, cette jeunesse n'a pas accès au financement, mais cette jeunesse encore n'a pas accès à une éducation de qualité. C'est sur ce niveau, en tout cas, que moi j'ai décidé de mettre en place une plateforme que je vais vous demander de télécharger si vous ne l'avez pas encore, qui s'appelle École au Sénégal. École au Sénégal, c'est, à l'heure où je vous parle, 216 000 élèves donc, que je forme au Sénégal. C'est 70 enseignants qui travaillent avec nous au quotidien. C'est également 18 collaborateurs au Sénégal. Certains sont avec moi donc, dans cette salle. Et on a mis en place plus de 5000 cours qui sont disponibles gratuitement sur Internet. C'est des cours en vidéo. La Covid était pour nous un accélérateur, en tout cas de notre start-up. Ça nous a permis d'avoir donc les radars. Voilà. Et l'État est venu vers nous pour nous solliciter parce qu'on était la seule entreprise, je dis bien, qui avait tous les cours en vidéo de la 6e à la terminale. Donc, vous voulez apprendre les cours sur les racines carrées, les suites arithmétiques ou les fonctions logarithmes nappériens, même si certains pensent que ça ne sert à rien, pour moi ça sert à quelque chose. C'est sur École au Sénégal que vous les aviez et c'est tous des cours qui ont été validés par le ministère de l'Éducation nationale. L'occasion peut-être vous l'aurez, c'est comme certains qui nous ont visités hier physiquement, mais pour connaître réellement ce qu'on fait, il faut aller sur la plateforme. Donc j'ai ouvert la même initiative au Mali, donc École au Mali existe. J'ai ouvert la même chose en Guinée, donc École en Guinée existe, et mon objectif est d'être présent partout en Afrique avec ce qu'on appelle l'école africaine des savoirs, en y incluant les langues nationales. Comme ça, un cours sur les racines carrées que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez apprendre ce cours-là en Lingala, en Wolof, en Pulaar, en Bambara, en Serer, quelle que soit la langue africaine qui est codifiée, pour faciliter donc votre apprentissage. Changement de paradigme donc avec cette initiative. Aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut 13 ans d'études si on est un élève, je veux dire, moyen qui ne reprend pas une classe.
Vous entrez à l'école à l'âge de 7 ans, plus 13, ça fait 20 ans. Ça veut dire que vous avez le bac à l'âge de 20 ans si vous n'avez pas repris une classe. Pour moi, c'est énormément de temps. Avec le numérique, on va réduire ce temps-là. En faisant quoi? Le cours sur les racines carrées qu'un enseignant de 3e donne pendant 1 mois, ce cours sur les racines carrées en 10 heures, vous l'apprenez sur la plateforme. Vous voyez donc le gain de temps. Donc ce qui nous donnera dans quelques années la possibilité d'avoir des jeunes bacheliers avant 14-15 ans et qui leur permettront donc d'entrer rapidement dans la vie professionnelle. Je vous remercie. Bonjour. Avant l'entame de tout propos, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à l'équipe de l'Attaque. Ce projet, je me rappelle, nous l'avons conçu pour la première édition, nous l'avons lancé au Niger. Et Dieu merci, nous en sommes à la 5e édition. Monsieur Hugues et toute ton équipe, félicitations et bon succès et merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Je voudrais également remercier le peuple frère et ami, nos amis les Sénégalais, qui nous ont accueillis, qui nous ont accordé tous les honneurs et toute la courtoisie nécessaire. Cher peuple frère et ami du Sénégal, je vous remercie. Le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une superficie de 1 267 000 km². Donc vous conviendrez avec moi que c'est immense. Mais malheureusement, plus de 70% de notre territoire est occupé par le désert. Donc seulement 25 à 30% du territoire est occupé. Mais occupé par 25 millions d'habitants. Donc la problématique d'assurer une sécurité alimentaire à ces 25 millions d'habitants est une préoccupation extrêmement importante pour le peuple nigérien. Nous sommes handicapés par plusieurs éléments. Entre autres, notre position géographique. Nous sommes un pays enclavé, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas d'ouverture sur la mer. Les contraintes climatiques. La saison pluvieuse au Niger démarre à partir du mois de juin, août et s'estompe en septembre. Ce qui voudra dire que nous n'avons que 3 mois de saison pluvieuse et pour le reste du temps, c'est la période de la sécheresse. Mais malheureusement, le peuple nigérien, un peu à l'image de tous les peuples, comme le vôtre sénégalais, a une petite partie, un handicap, l'esprit de l'assistanat. Je qualifie mes parents du village du monde rural qui sont dans le domaine de l'agriculture de paresseux. Pas pour insulter, mais pour critiquer et pour susciter le débat. Il n'est pas concevable qu'un peuple travaille uniquement sur 3 mois et bénéficier de 9 mois de vacances. Et c'est la production de ces 3 mois qui doit entretenir et maintenir pour participer à la croissance ou au développement socio-économique d'un État. Cela n'est pas concevable. D'autant plus que 70% de notre population, et je pense que c'est la même réalité un peu chez vous au Sénégal, de la population active travaille dans le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et la pêche. Monsieur le ministre, je pense que c'est la même réalité ici. 70% de la population active, mais malheureusement, qui ne contribue qu'à hauteur de moins de 20% de la richesse nationale. Donc vous voyez que le secteur de l'agriculture est un secteur qui doit être repensé, est un secteur qui doit être accompagné. Accompagné comment? D'abord, il faudrait que nous changeons d'esprit. Longtemps dans les pays africains, nous léguons la propriété de ce secteur à nos parents, les paysans. On pense que c'est les paysans qui sont en bourse, qui n'ont rien à faire, qui doivent faire l'agriculture. Ce n'est pas vrai. Et tout à l'heure, nous avons écouté beaucoup de coopératives, beaucoup de grandes dames, beaucoup d'hommes qui sont venus et qui nous ont parlé de leur expérience. La question de l'agriculture est une question de tous et c'est une question aussi qui concerne tout le monde. On doit revenir pour travailler. Et celui qui m'a précédé l'a d'ailleurs soulevé, l'agriculture c'est d'abord une science. Nous devrons travailler pour repenser comment mécaniser notre agriculture. En Afrique, nous avons beaucoup de potentialités, parmi lesquelles des terres qui sont arables, qui sont riches et qui sont productives. Nous avons le problème démographique. On a longtemps pensé à accuser la jeunesse africaine ou bien le peuple africain d'avoir cet handicap de démographie. Et malheureusement, moi, en bon Nigérien, je pourrais illustrer cet exemple parce qu'au Niger, nous avons le taux de natalité le plus élevé au monde, en moyenne 7,8 enfants par femme.
c'est trop. Vous voyez. Mais c'est bien de dire que nous sommes nombreux, c'est bien de dire que le développement passe par la masse, mais il faudrait que nous repensons comment former cette masse, comment rendre cette masse-là compétitive. Autrement, nous allons créer des misérables, autrement, nous allons faire des enfants que nous ne pouvons pas éduquer et qui vont être un handicap plutôt que d'être un apport pour le développement socio-économique de nos États. À la question de savoir si la jeunesse africaine est-elle la piste d'une solution durable? Oui, la jeunesse africaine est la piste d'une solution durable dans le secteur de l'agriculture. Pourquoi? Nous avons une main-d'œuvre qui est forte. Je vais faire la redondance. 70% de la population africaine est jeune et elle a moins de 30 ans. Et c'est dire que nous avons la main-d'œuvre, nous avons les bras valides. La jeunesse africaine désormais est une jeunesse qui est formée, qui est émancipée. Mais j'en appelle à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs, nous devrons cultiver l'esprit de la modestie. Il faudrait que nous travaillions. Il faudrait que nous puissions redéfinir la carte ou les cartes de nos atouts. Chacun doit identifier ses atouts. Le premier atout qu'on a, c'est un atout personnel. Et c'est pourquoi toute personne qui passe ici vous parle de développement personnel. Il faut croire en soi. Il faut investir en soi. Et il faut être surtout intègre. Il faut avoir une probité morale. Le deuxième atout, c'est la carte des atouts pratiques. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous avons les compétences? Est-ce que nous avons de l'expérience? Et tout cela est possible lorsque nous avons une bonne formation. Et enfin, le dernier atout, c'est l'atout sur le plan national. Nos États doivent repenser les politiques d'accompagnement et de développement du secteur agricole pour faire des ouvertures et permettre à nos populations qui en majorité travaillent dans le secteur primaire pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles et aussi pour les accompagner non seulement à accroître la productivité mais aussi à mécaniser le processus de transformation pour donner une valeur ajoutée à nos produits. Notre jeunesse ne doit pas être qu'une jeunesse théorique qui doit circuler de marche en marche, tout le temps connectée sur les réseaux sociaux. Elle doit aussi être une jeunesse qui est active. Cette jeunesse-là a beaucoup de potentiel et elle a beaucoup à donner. Chers frères, amis, peuple, frères et sœurs du Sénégal, je vous remercie et je vous souhaite bonne prière de vendredi. Bien avant. Alors je ne me lâcherai jamais autant sur ça. Nous vous donnons la parole pour nous dire un mot. Merci, chers frères. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont ici. Effectivement, Dieu a permis que nous nous déplacions pour venir au Sénégal. C'est vrai, je suis passé à un temps, il y a de cela 30 ans, dans un autre cadre. Et ce cadre-là m'amène aujourd'hui, pour l'intérêt qu'on apporte aux humains en général, de venir ici pour partager notre expérience et puis susciter en certaines personnes la volonté de servir. Bon, moi je dis toujours que je suis un serviteur. Mon expérience elle est un peu particulière. J'ai toujours travaillé, je suis financier, je ne suis pas... c'est la transformation en fait. Mon retour dans certains secteurs d'activité, tout à l'heure un assureur qui a parlé ici, il est assureur financier, je suis assureur financier, je suis celui qui plaçait, sûrement il y a des compagnies qui ont dû être connues ici en Côte d'Ivoire, Colina, Saham, Libano-Suisse, Saint-Paul Fire, ça c'est des instituts dans les années 70 où j'étais DAF de ce gros groupe là qui gérait dans toute l'Afrique. Il y avait aussi AGCI, Assurance Générale Française, AGF, et c'était ces structures-là qui monopolisaient le domaine de l'assurance. Mais ça n'a pas évolué du tout encore, je le dis, il faut être honnête, l'assurance n'a pas évolué en Afrique. Ça, c'est ma conviction, parce qu'en tant que financier, aujourd'hui nous travaillons pour aider l'Occident à se promouvoir. Tout ce que nous encaissons comme fonds aujourd'hui ici, c'est parti dans les réserves. On balance tout ça à l'Occident parce que c'est leur argent qu'on leur retourne. Donc il n'y a rien qui reste en Côte d'Ivoire. Ni en Afrique, ni au Sénégal. Je le dirais, s'il y a des assureurs, je peux leur expliquer le mobile. Donc ça, il faut le savoir. C'est parce que nous ne sommes pas convaincus, nous Africains. Nous n'avons pas la volonté d'aller de front. On dit souvent, nous sommes soumis. Nous ne sommes pas soumis. Hein? Ceux qui veulent être soumis seront soumis. Ça se passe dans notre esprit. Il faut contourner
tous les pièges. Chacun lutte. L'Occident veut que nous soyons à leur disposition. Nous disons que nous ne serons pas à leur disposition, mais en créant ce qui peut permettre à l'Occident de ne pas nous rattraper. Mais si on dit qu'on laisse faire et qu'on ne crée pas quelque chose et qu'on attend que ce soit eux qui nous apportent l'innovation, c'est gâté pour nous. Ça, je le dirais terre à terre, c'est gâté pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique apprenne. On m'a tendu une telle barrière, moi je passe par là pour passer au-dessus. Mais lui il croit qu'il a sa barrière qui tient toujours, mais moi je suis derrière. C'est ça qui manque aux Africains. On dit souvent, ça aussi nous l'avons appris de notre ancien chef d'État, à son âme, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais nous avons faim les Africains. On ne peut pas admettre que dans un pays africain il y ait de la famine. C'est inadmissible. Mais c'est partie des orientations qu'on nous a imposées et nos politiques continuent dans ces orientations jusqu'aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez évoqué quelque chose que j'ai lu, ça peut faire l'objet d'une discussion, mais comme ce n'est pas le thème de ma discussion, on nous a imposé des concepts dans lesquels nous sommes toujours plongés. Et ça, ce n'est pas bien. Quand on est politique, on a sa propre conviction. Quelqu'un disait, quand on forme un Africain, on lui donne une certaine connaissance. C'est bien, mais cette connaissance, est-ce qu'elle lui permet de réfléchir à ce qui est bon pour lui et de le faire partager à ses frères? C'est une faiblesse. Je vous donne un exemple dans le domaine que j'ai pu mettre en place parce que je rentre dans votre secteur d'activité, je le transforme, je le modifie et je le bouleverse. Parce que je pense que le bouleversement que je vais apporter dans votre secteur d'activité, il est propice au développement, à mon propre développement et au développement de l'Africain. Je ne me contente pas de rester dans ce que vous avez apporté de l'Europe ici. Je le bouleverse parce que je tire dans votre science ce qui est bon pour l'Africain. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Mon aventure est partie du monde des assureurs où je vois des sorties énormes de fonds parce que vous assurez ce bâtiment par exemple. Ce bâtiment, pour l'assurer, cette compagnie-là vous paye 100 000 francs CFA. Heureusement, nous avons la même monnaie. Mais je veux dire, le bâtiment lui-même, la prime que je reçois, je donne de l'assureur pour le voir, la prime que je reçois, elle fait 100 000 francs. Et le bâtiment que j'assure a pour valeur 1 milliard. Est-ce qu'avec 100 000 francs que je vais encaisser en tant qu'assureur, je pourrais intervenir pour dédommager ce client qui me donne 100 000 francs si effectivement il y avait un risque d'incendie? C'est pas possible. Alors qu'est-ce que les assureurs africains en général font? Alors les 100 000 francs que je reçois, j'envoie 75 000 francs en Europe à travers les réassureurs à qui je distribue cet argent pour que demain s'il y a un sinistre, eux ils viennent indemniser l'assureur sénégalais ou ivoirien qui est là. C'est voilà le jeu de scène qui se joue. Et on est là en tant qu'assureur, on est tout fiers, oui on peut ceci, on peut cela. Moi je suis sorti de là, je l'ai dit, en tant que DAF, celui qui place les financements, je ne suis pas pour cela. Donc il faut aider nos sociétés à se prendre en charge. Et j'ai commencé à concocter des programmes de formation pour réduire l'impact que ces personnes ont sur notre économie, sur nos finances en Afrique. C'est vrai, c'est leur monnaie, c'est leur argent. Mais il faut leur montrer qu'on est plus intelligent qu'eux. Socialement, nous créons des emplois pour que les industries qui nous envoient ici puissent embaucher nos jeunes frères qui vont travailler chez eux. Ils auront une rétribution qu'on appelle les salaires. Plutôt que de leur faire partir tous ces fonds brutalement, et puis ils sont fiers, et puis nous on est assis là, on est en train de se morfondre, on est malheureux. On n'est pas malheureux, on est heureux. C'est parce que nous voulons être malheureux que nous sommes malheureux. Et donc, à partir de ces filières, il fallait les faire passer. Parce que nous-mêmes, nous refusons les changements. Vous allez voir un responsable politique à qui l'État a donné l'autorité de vous permettre d'améliorer les conditions de vie de la population. Il s'oppose directement au projet qui va arriver. Vous le savez, c'est pareil dans tous les pays africains. Beaucoup de responsables sont réfractaires aux changements qui peuvent s'opérer parce qu'ils ont l'impression que ça touche leur domaine de prédilection. Vous n'êtes pas élu. Il y a un seul qui est élu, c'est le président de la République. Il vous concède une certaine autorité et vous devez vous soumettre aux orientations qu'on vous donne. Vous pensez que quand quelqu'un vient, un jeune homme vient et qui crée quelque chose, il va empiéter sur votre autorité. C'est faux. Au contraire, il va vous aider à promouvoir un certain nombre de choses. Et c'est ainsi que nous avons voulu apporter une certaine résorption du chômage d'un certain nombre de jeunes. Ça a été fait. Il y a de cela, c'est dans les années 95, et nous sommes passés dans ces phases-là jusqu'à ce que nous arrivons à créer une université qu'on appelle l'Université Polytechnique Kibio, qui forme
de la licence de BTS, de la licence au master, et bientôt nous allons passer au doctorat. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France. Vous allez voir les jeunes, les officiers pompiers qui viennent soit au Sénégal ou ici pour former nos pompiers qui sont tous contents de recevoir un certificat. Je viens de la Suisse, j'ai été formé, il n'y a rien derrière. Je le dis haut et fort puisqu'on me copie à travers le monde. Il faut être honnête. Aujourd'hui, la formation que nous donnons en Côte d'Ivoire et en Afrique, je reçois des jeunes de RDC qui viennent se former en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas simplement la formation des pompiers. Vous avez des caisses de prévoyance sociale qui sont soumises à l'OMS et qui travaillent. Les accidents que nous vivons aujourd'hui dans les unités industrielles de travail sont aussi source de l'affaiblissement de nos sources de production. Des gens sont exposés à certains risques d'accidents de travail. Ils respirent des gaz et des vapeurs. Même ceux qui produisent aujourd'hui dans les petits PME, vous avez des problèmes. Il faut analyser les risques auxquels vous êtes exposés dans votre production. Quelquefois, c'est des problèmes lombaires parce que vous restez trop dans une position qui est inadaptée. Vous avez des problèmes d'yeux, vous avez des problèmes pulmonaires de toutes sortes. Ça aussi, nous avons pu prendre ça en main pour gérer, pour réduire l'impact sur la santé des travailleurs. Et maintenant, nous avons aussi pris l'environnement industriel, qui est un élément très important. Ce n'est pas nous qui avons créé l'environnement industriel, c'est l'Occident qui nous a envoyé des industries pour améliorer ça. Mais ils le font pour eux. Les mêmes conditions de travail qui sont imposées en Occident, ils ne peuvent pas accepter de payer autant d'argent pour le nègre. Donc, des tests sont mis en place, des travaux sont faits pour qu'on améliore les conditions de travail. Donc, voilà les trois domaines, l'environnement, la sécurité et l'hygiène. L'hygiène, cela s'entend, il y a quelqu'un qui parlait d'hygiène alimentaire, ça rentre dans tous les secteurs d'hygiène alimentaire, d'hygiène agroalimentaire, etc. Donc tout cela rentre là. Mais il faut le mettre dans un cadre universitaire. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, les industries prennent les étudiants qui sont formés, l'État aussi embauche ces mêmes étudiants, et c'est ça. Mais nous devons comprendre une chose pour en revenir à l'agriculture, qui est un élément primordial. Je disais tantôt, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Vous ne pouvez pas accepter que votre frère au Sénégal ait faim. Mais la faim nous rattrape tout simplement parce que nous n'avons pas de politique réelle. Notre politique, c'est une politique qui nous est transmise et imposée. Le réel politique devrait être pris en compte par les Africains eux-mêmes. Qu'est-ce qui est bien pour nous? On a l'impression qu'on nous soumet. On ne nous soumet pas, c'est nous qui acceptons d'être soumis. Modifiez votre environnement de travail, modifiez votre perception de la vie autour de vous en pensant à l'intérêt des autres. Qu'est-ce qui est bien pour celui qui est à côté de moi? Si nous ne changeons pas cette logique-là, on ne pense qu'à nous en priorité, on ne s'en sortira pas. C'est là que naît l'égoïsme, la manière de penser. Nous devons penser aux autres. Ceux qui produisent aujourd'hui les vivriers, etc., ils pensent à ceux qui vont consommer. C'est vrai qu'il y a de l'argent qu'ils vont gagner, mais ils doivent penser aux autres. Ceux qui préparent aussi dans les cuisines doivent penser à ceux qui vont manger. Est-ce qu'ils seront contents d'avoir dégusté leur plat? Tous ces facteurs-là rentrent en ligne de compte et ça manque à l'Afrique. Ça manque à l'Afrique. La course vers le gain, on est pressé de nous enrichir, mais on n'est pas patient. Il faut avoir un certain nombre de patience. L'agriculture, dans nos universités, un exemple. Ceux qui acceptent d'aller faire des études, ce n'est pas tout le monde qui est porté à venir à l'agriculture. C'est vrai, on doit venir à l'agriculture, mais est-ce que c'est tout le monde qui vient à l'agriculture? Ceux qui ne peuvent pas venir à l'agriculture, il faut qu'ils servent à autre chose. Les centres de recherche. Pour améliorer les semences. On nous a dit que les OGM sont bons, il y aura une forte production, etc. Mais on se rend compte que les OGM sont aussi source de nuisances pour les hommes. Demain, qu'est-ce qu'on ne va pas intégrer dans nos grains, les semences qu'on nous envoie en Afrique pour détruire les populations africaines? Mais si nos Africains qui sont dans les laboratoires, dans les universités, ne font pas de la recherche appropriée à nos besoins africains, c'est nul. Donc tout le monde peut servir l'agriculture, mais dans des secteurs différents. À l'université, on est chercheur, on apporte quelque chose à l'agriculture, en recherchant les meilleures semences, comme on le fait à la CNRA, qu'est-ce qu'on peut aussi transformer pour permettre à ceux qui sont sur le terrain, qui veulent développer, d'utiliser les travaux de nos recherches. Ça fait partie. Mais on ne brevette pas nos produits aussi, parce qu'on n'a pas un poids financier pour pouvoir imposer les recherches qu'on fait, les découvertes qu'on a au monde entier. On n'arrive pas à le faire, mais ce n'est pas grave. Il faut arriver que les politiques puissent aider à rentrer directement en activité sur les bases de ce que nous faisons.
C'est cela qui va permettre à l'agriculture de sortir de là. Tout le monde ne peut pas venir à la terre, mais tout le monde peut travailler pour la terre. Ça, si on le comprend, il y aura des gens dans les universités qui vont travailler, nos enfants seront bien orientés, parce qu'on sait qu'on a un objectif, mais il faut du dirigisme. Ça aussi, je touche ce point, il faut du dirigisme. Il faut que nos autorités acceptent de diriger. Ceux qui veulent nous dire, les industries que nous avons ici en Afrique, ce n'est pas pour nous. L'Occident nous donne ces industries parce que ça l'intéresse qu'on travaille dans ce secteur, et nous sommes soumis, nous les suivons bêtement. Vous qui êtes ministre, à qui on dit voici l'orientation, vous savez que cette orientation, on va vous financer du FMI tel montant, mais vous pouvez réfléchir 2 fois avant d'accepter. Ou vous acceptez, mais vous donnez votre orientation pour aider votre peuple. On vous dit non, vous prenez ça, mais vous, on vous donne ça, et puis vous faites ça. Dans quel intérêt? Est-ce que j'aide mon peuple? Pas du tout. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser parce que c'est des orientations, des réflexions qui ont lieu, et ces réflexions ont lieu dans les universités également aussi. Entre autres, nous réfléchissons parce que nous formons aussi à l'agriculture, dans la qualité, en génie civil, qualité, option, contrôle. Parce que les produits que nous avons aujourd'hui ne doivent pas rester sur nos territoires. Si nous produisons, il faut aussi le partager. Donc, il faut produire en abondance. Comment conserver aussi les produits qu'on produit? C'est ce que nous faisons. Si nous avons une production aujourd'hui qui est très forte, est-ce qu'on est capable de conserver ce produit-là pour l'envoyer en Côte d'Ivoire? Vous produisez l'arachide, ou bien le riz, ou bien comment on appelle, l'oignon. Pourquoi votre oignon ne peut pas être conservé correctement pour au moins avoir une longévité de vie? Mais ça ne se fait pas dans les universités, les centres de recherche. Et des jeunes peuvent rentrer dans les centres de recherche, accepter de travailler pour ça, pour que notre agriculture soit beaucoup plus rentable. C'est ça la réalité. Donc tous, nous avons un intérêt à travailler ensemble et à promouvoir notre développement. Je vous remercie. Merci beaucoup tout le monde. Je remercie Dr Tosso qui nous a conviés à cette tournée africaine de la coopération, qui est une très bonne initiative d'intégration. Et je pense que M. le ministre ici l'aura confirmé. Donc, Monsieur le ministre, chers Excellences les ambassadeurs, chers lauréats, les responsables des entreprises qui sont ici présents, en particulier nos femmes, mes chers étudiants. Donc, je suis là aujourd'hui au nom du directeur général fondateur de l'école supérieure d'électricité de bâtiment des travaux publics, M. Mamoudou Diop, absent aujourd'hui, mais qui m'a demandé de vous dire qu'il sera avec vous demain à la cérémonie. Donc je suis là pour partager l'expérience de notre école, l'école supérieure d'électricité de bâtiment des travaux publics, ESEBAT, qui contribue grandement à l'employabilité des jeunes au niveau du Sénégal. Nous sommes nés il y a 14 ans. Aujourd'hui, nous avons développé des filières dans le domaine du génie civil, de l'électrotechnique, de l'électromécanique, des mines, géologie et pétrole, des géomètres topographes, des géotechniques et routes, de hydraulique et assainissement, des filières sur la qualité, des filières sur transport logistique. Et si vous regardez bien, toutes ces filières que j'ai citées et que nous développons sont liées à l'agriculture. On ne peut pas développer une agriculture sans une mécanisation. On ne peut pas développer ça, ce sont nos électromécaniciens qui le font, qui sont sur le terrain. On ne peut pas développer une agriculture sans la transformation qui doit aider nos braves femmes
il faut qu'il y ait des unités fonctionnelles, des entreprises fonctionnelles, et qui doivent faire fonctionner ces entreprises-là. Et la conservation, quand on parle de conservation, le problème du foie, les chambres froides, ce sont nos électrotechniciens qui le font. Le problème de l'eau au niveau de l'agriculture, c'est une problématique. Nous avons l'eau, mais il faut créer les forages, il faut les puits. Ça, c'est qui? Ce sont nos hydrauliciens. Donc, et nos techniciens du génie civil. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup l'ont dit, les métiers de l'agriculture, personne, tout le monde ne peut pas venir à la terre, mais chacun, là où il est, peut contribuer au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, nous formons des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens. Mais nous formons même des personnes qui n'ont pas des formations très poussées au niveau des études, au niveau de l'école française ou bien au niveau de l'école arabe ou coranique. Moi qui vous parle, ça fait 6 mois, nous avons terminé une formation où on formait des talibés, des dara de Louga sur l'électricité domestique et le solaire. Ça, c'était avec effectivement l'aide de 3 FPT. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a certains de mes collègues qui sont en Casamance. Ils sont à Bignona et à Boukili pour former des ferrailleurs et des poseurs de pavés. Et ils vont certainement, actuellement, ils sont en train de poser les pavés au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Ça, donc, ça ne demande pas toujours que ceux qui doivent être formés doivent être des bacheliers ou bien des licenciés. Nous ne laissons personne. Nous ne laissons personne. Donc nous formons tout le monde et ça c'est avec effectivement l'aide de 3FPT et de l'ONFP qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans ce sens-là. Tout à l'heure, on l'a évoqué aussi, il y a des projets de formation école-entreprise qui sont en train d'être expérimentés. Et nous y sommes aussi. Parce qu'effectivement, on l'a dit ici, on peut sortir comme une personne qualifiée au niveau de l'école, mais c'est en entreprise qu'on pourra mieux apprendre le métier. Donc ça, c'est une approche très bonne que nous sommes en train donc d'appliquer toujours avec les autorités. Donc c'est pour dire que donc la formation professionnelle, c'est ce qu'il nous faut pour résoudre le problème de l'emploi. Maintenant, tout le monde ne peut pas être, beaucoup l'ont dit ici, embauché par l'État. C'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la formation de l'entrepreneuriat. C'est une discipline qui est très importante au niveau de nos formations pour permettre aux jeunes qui ne pourraient pas être en tout cas insérés au niveau de la fonction publique ou bien recrutés, d'aller eux-mêmes créer leur propre entreprise. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes sûrs que notre école actuellement va en tout cas accompagner le peuple sénégalais, accompagner toute la nation, va accompagner toute l'Afrique. Ça, il faut que je le dise. Parce que actuellement, au niveau de notre école, nous avons, pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, nous avons 19 nationalités. 19 nationalités. Et aujourd'hui, les sortants de Ezebar
sont dans toutes les entreprises du Sénégal. Toutes les entreprises du Sénégal, tous les ministères et toutes les entreprises un peu partout en Afrique, que ce soit au Gabon, au Niger, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Burkina, partout nous avons des sortants de notre établissement qui sont en train de travailler et je communique régulièrement avec eux. Et ils ont une très bonne réputation et c'est à cause d'eux-mêmes aujourd'hui que l'école se développe. Nous avons beaucoup d'étudiants aujourd'hui à cause de ce relais de bouche à oreille entre nos sortants et les entreprises là où ils sont en train d'évoluer. Donc, je ne vais pas monopoliser trop la parole parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est vrai, l'heure de prière est déjà passée. Mais par rapport au contexte du programme, donc je remercie encore vraiment les initiateurs de cette tournée. Nous sommes vraiment en phase avec vous et nous allons faire notre contribution, notre partition en tout cas, pour le développement de l'Afrique d'une manière générale. Et cela c'est en formant nos jeunes. Et je remercie ici nos jeunes étudiants qui sont là et je les rassure que ce que vous avez entendu ici vous confirme que vous avez choisi la bonne voie pour construire ensemble l'Afrique, la bonne voie pour maîtriser les ressources que nous avons et les exploiter. Et la bonne voie en tout cas pour servir l'Afrique et pour servir le Sénégal. Je vous remercie.